State It Clearly présente les transitions évolutives majeures de l'histoire du vivant. En regardant le registre fossile et en essayant de lister les événements les plus marquants de notre histoire évolutive, on pourrait vouloir lister la plus ancienne espèce de poisson connue capable de survivre, au moins temporairement, sur la terre ferme. Ou également les premiers fossiles de singes qui, tout comme nous, semblent avoir marché sur deux jambes. Bien que ces fossiles représentent des transitions fascinantes vers de nouveaux modes de vie, ils ne représentent pas de grands sauts en termes de complexité. Les différences entre les créatures à 2 et 4 pattes se résument principalement à de légères modifications et à la manière dont les articulations s'ajustent ensemble. Pour voir un véritable saut évolutif, ce que les chercheurs appellent une transition évolutive majeure, nous devons remonter beaucoup plus loin dans le registre fossile. Dans les années 1830, l'anatomiste Theodor Schwann a formalisé l'idée que le corps humain, au lieu d'être un seul organisme vivant, est en réalité une collection de cellules vivantes individuelles. Aujourd'hui, nous avons tendance à considérer ceci de notoriété publique, mais pensez à quel point ceci est étonnant. Vous êtes une colonie. Les premiers animaux multicellulaires, trouvés jusqu'à présent dans le registre fossile, sont des créatures primitives semblables à des éponges vivant dans la mer. Avant cela, tous les êtres vivants que nous connaissons étaient unicellulaires et classables en 3 familles. Les bactéries et les archées, qui sont généralement extrêmement petites, et les eucaryotes, dont la plupart sont toujours microscopiques, mais relativement beaucoup plus grands en comparaison. Les cellules qui composaient les premières éponges de mer et les cellules qui composent votre corps aujourd'hui présentent des similarités frappantes avec les eucaryotes unicellulaires. La principale différence est que vos cellules ne peuvent plus survivre seules. Au lieu de cela, des milliers de milliards d'entre elles travaillent ensemble en parfaite harmonie pour faire de vous, vous. Le passage des créatures unicellulaires vers des formes de vie multicellulaires plus sophistiquées est une transition évolutive majeure. En conséquence, votre corps représente maintenant 2 couches distinctes de vie. Vous dans votre intégralité et vous en tant que colonie. Mais il y a encore plus fascinant. À l'intérieur des cellules de tous les eucaryotes, unicellulaires et multicellulaires, on trouve de minuscules structures appelées mitochondries. Les scientifiques pensaient autrefois que ces structures étaient simplement des parties du corps de la cellule. Dans les années 1960, Lynn Margulis, en rassemblant les découvertes de nombreux autres, a démontré sans aucun doute possible que les mitochondries étaient autrefois des bactéries libres. Les mitochondries ont leurs propres gènes, elles vivent, se reproduisent et meurent même à l'intérieur de leur hôte. Les mitochondries se nourrissent des nutriments que nos cellules produisent, mais elles ne sont pas des parasites. En retour de la nourriture qu'elles consomment, elles construisent et sécrètent des molécules spéciales appelées molécules d'ATP que nos cellules utilisent comme source d'énergie. Tuez les mitochondries et la cellule qui les héberge mourra également. Cette découverte signifie que vous n'êtes pas simplement constitué de 2 couches de vie, mais de 3. Vous dans votre intégralité, vous en tant que colonie de cellules et chacune de vos cellules en tant que communauté interdépendante. Aussi profond que cela puisse être, on peut encore descendre d'un niveau. À l'intérieur de chacune de vos cellules et de chacune de vos mitochondries, il y a un génome, une grande collection de gènes qui, ensemble, permettent à vos cellules de grandir, de fonctionner et de se reproduire. Au début des années 1970, Theodor Diener enquêtait sur la cause d'une maladie chez les pommes de terre. Les coupables se sont révélés être les structures capables de se reproduire, les plus petites et les plus simples jamais décrites. Il les a appelées viroïdes. Ce ne sont pas des cellules, ce ne sont même pas des virus. Au lieu de cela, ce sont des gènes libres qui se déplacent de plante en plante en se faisant transporter par des insectes, des équipements agricoles ou même le vent. À l'instar des virus, les viroïdes utilisent la chimie et les nutriments à l'intérieur des cellules végétales pour se reproduire. L'existence de tels gènes libres suggère fortement que le génome des premières cellules sur Terre, et par extension le génome dans vos cellules aujourd'hui, peut être en fait considéré comme une collection de gènes individuels travaillant ensemble en coopération. En d'autres termes, votre corps représente 4 couches de vie. Vous, votre colonie de cellules, la petite communauté qui compose chacune d'entre elles, et la collection de gènes qui composent le génome de chacune de ces cellules. Chaque nouveau niveau de vie est le résultat de ce que les scientifiques appellent une transition évolutive majeure. Quelles sont les causes de telles transitions ? La réponse est la coopération. Une transition évolutive majeure commence lorsque des créatures vivant librement s'unissent pour former un groupe coopératif. Dans les premiers stades de la coopération, les participants sont libres de venir et de partir à leur guise.
Mais si un groupe reste ensemble assez longtemps, une division du travail se développe. Différents participants commencent à se spécialiser dans des tâches différentes. Au fil du temps, les individus peuvent devenir si spécialisés qu'ils ne peuvent plus survivre seuls. Si tout le groupe devient ainsi lié via la coopération, dépendant entièrement les uns des autres pour survivre et se reproduire, un nouveau superorganisme a été forgé et une transition évolutive majeure s'achève. À partir de ce moment, le groupe évoluera ensemble comme un tout. Des modèles décrivant des situations naturelles qui pourraient favoriser l'évolution des transitions majeures ont été proposés par des scientifiques tels que Smith, Schwarzmarie, West et Hamilton. En utilisant ces modèles, les chercheurs ont pu imiter des scénarios naturels en laboratoire, nous permettant de voir directement le début de l'évolution de ces transitions majeures. En 1998, des chercheurs ont mis en place un mini-écosystème avec des protistes à petite bouche et des algues unicellulaires. Les protistes pouvaient facilement avaler les cellules d'algues individuelles, mais avaient du mal à manger les cellules qui s'étaient collées ensemble après s'être reproduites. En moins de 20 générations, les algues ont évolué vers une coopération multicellulaire. Elles ont formé des groupes de 8 cellules étroitement liées qui ne pouvaient plus être mangées par les protistes. Une expérience similaire sur les levures unicellulaires en 2011 a montré qu'après seulement 32 jours, des colonies multicellulaires avaient évolué. Une division claire du travail est également apparue, donnant naissance à des types de cellules uniques spécialisées dans différentes tâches. Ces deux expériences nous montrent comment les organismes multicellulaires peuvent avoir évolué pour la première fois. Mais qu'en est-il des mitochondries et de leur colonisation permanente des eucaryotes ? Dans une étude à long terme qui s'est terminée en 2008, un protiste qui mange normalement des bactéries a été vu avaler une espèce d'algue, apparemment par accident, qu'il n'a pas pu digérer. À l'intérieur du protiste, les algues ont pu grandir et se reproduire. Lorsque le protiste s'est reproduit, les deux nouvelles cellules contenaient des algues. Après plusieurs années et de nombreuses générations, les chercheurs ont découvert que lorsque les bactéries étaient rares, les protistes contenant des algues avaient beaucoup plus de chances de survivre que ceux qui n'en contenaient pas. Ils évitaient la famine en se nourrissant des déchets produits par les algues. C'était le début d'une toute nouvelle relation étonnamment similaire à ce que nous trouvons entre nos cellules et les mitochondries qui vivent à l'intérieur. Pour résumer, qu'est-ce qui a causé les transitions évolutives majeures de l'histoire du vivant ? La réponse est la coopération. Une transition majeure commence lorsqu'un groupe d'organismes unissent leurs forces pour mieux survivre et se reproduire. Si la coopération se poursuit assez longtemps, un nouveau superorganisme peut émerger qui peut alors se reproduire et évoluer en tant que tout. Sur le chemin qui a conduit aux animaux et plus tard à l'homme, au moins 3 transitions majeures ont été identifiées, résultant en 4 niveaux de vie à l'intérieur de votre propre corps. Des expériences en laboratoire ont permis de voir directement le début de l'évolution de nouvelles transitions majeures. Cette animation est basée sur un article de Stuart West et ses collègues intitulé « Les transitions évolutives majeures et l'individualité ». Dans cet article, West passe en revue les 3 transitions montrées dans cette animation ainsi que plusieurs autres. Certains insectes, comme les abeilles et les fourmis, ont traversé une transition évolutive supplémentaire que les humains n'ont jamais traversée. Lorsque vous regardez une colonie d'abeilles, vous regardez en fait un superorganisme. La ruche entière se reproduit et évolue comme si elle n'était qu'un seul organisme vivant. Pour en savoir plus sur cette transition évolutive, consultez la vidéo produite par Inès Dawson de la chaîne Draw Curiosity. Hey, I'm Inès and my YouTube channel is Draw Curiosity.